Bon après-midi, mesdames et messieurs, et bienvenue au webinaire d'aujourd'hui. Je vous rappelle que cette conférence est enregistrée. À ce stade, tous les participants sont en mode écoute seulement. Pour ceux d'entre vous qui êtes au téléphone et qui avez besoin de l'aide d'un téléphoniste au cours de l'appel, veuillez appuyer sur étoile 0. Les participants sur l'Internet qui ont besoin de soutien doivent se servir de la fonction de dialogue affichée à l'écran. Je cède à présent la parole à votre animatrice, Madame Christine Maïka, responsable principale de l'amélioration à la Fondation canadienne pour l'amélioration des services de santé. Madame Maïka. Christine Maïka, bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire sur Appel, une séance faisant partie de la série consacrée à la sensibilisation du public aux politiques régissant la présence de la famille. Je suis Christine Maïka, je suis responsable de l'amélioration à la FCASS et je serai votre animatrice aujourd'hui. Tandis que je présenterai nos conférencières, veuillez prendre un petit moment pour vous présenter et nous dire d'où vous êtes à l'aide de la boîte de dialogue qui se trouve dans le coin inférieur droit de votre écran. Ce webinaire est offert en mode bilingue. Je suis heureuse d'être accompagnée d'une équipe de l'hôpital d'Ottawa qui nous présentera son cheminement visant à adopter des politiques sur la présence de la famille. Deborah Burns est chef des soins infirmiers et vice-présidente des programmes cliniques. Elle est accompagnée de Chris Clement, qui est directrice clinique des services de santé mentale de l'équipe universitaire de santé familiale et de télémédecine à l'hôpital d'Ottawa. Evelyn Kerr est directrice de la pratique infirmière clinique. Elle est responsable de la pratique professionnelle des 4200 infirmiers et infirmières de l'hôpital d'Ottawa. La dernière, mais non la moindre, Susan Smith, qui est infirmière à la retraite et qui a également été patiente. Elle est à présent bénévole à l'hôpital et membre du conseil consultatif de patients et de familles à l'hôpital d'Ottawa. Merci à tous d'être des nôtres. Au cours de cet appel, nous voulons présenter le concept de la présence de la famille et son adéquation avec la qualité à la fois dans les politiques et dans la pratique. Nous entendrons parler de l'hôpital d'Ottawa et de son cheminement visant à faire adopter une politique sur la présence des familles qui est entrée en vigueur en septembre 2015. On partagera certaines données probantes ainsi que des mythes, ainsi que les obstacles et possibilités auxquels cette équipe a été confrontée. Enfin, nous partagerons certains leviers importants et des conditions gagnantes qui ont facilité la transition vers la présence des familles et des partenariats significatifs entre patients, familles et personnel. Pour ceux d'entre vous qui connaissez moins bien la Fondation, nous sommes une organisation nationale sans but lucratif financée par le gouvernement du Canada. Nous accélérons la diffusion d'innovations éprouvées en aidant les organismes de soins à adopter, mettre en œuvre et à mesurer de nombreuses améliorations dans les domaines de soins aux patients, de santé de la population et d'optimisation des ressources. La présence de la famille est une innovation au niveau de la conception organisationnelle et de l'amélioration des services qui peut avoir une incidence profonde sur la culture des organisations de prestation de services de santé et donner lieu à des améliorations dans plusieurs domaines de qualité. Nous réalisons notre mission en nous concentrant sur ces 4 domaines grâce à des programmes comme les webinaires et les projets collaboratifs. Nous vous en dirons plus long à la fin de cette séance. À ce stade, j'aimerais prendre un petit moment pour reconnaître que l'accueil des familles en tant que partenaires peut prendre une forme différente selon l'organisation. Certaines organisations choisissent d'avoir des politiques très ouvertes qui accueillent familles et autres visiteurs tout au long de la journée. D'autres choisissent de créer une politique régissant les familles et qui permet la désignation de partenaires de soins et qui permet un accès sans restriction à certains membres de la famille. Nous encourageons les hôpitaux à commencer la conversation sur ce à quoi pourrait ressembler la présence de la famille dans l'organisation. Et d'ailleurs, nous en parlerons davantage à la fin de cette séance. Passons à présent à la définition de la présence de la famille. Il s'agit à la fois d'une politique et d'une pratique. Comme politique, la présence de la famille permet aux patients, s'ils le choisissent, de désigner un membre de la famille qui peut leur rendre visite à tout moment tandis qu'ils sont à l'hôpital. La famille doit être définie par le patient, peut comprendre des proches ou d'autres qui sont identifiés par le patient. Un deuxième élément de ces politiques concerne le fait que les partenaires de soins sont accueillis 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. Par ailleurs, les familles doivent participer à la prise de décision et à l'organisation des services. Avec cette définition à l'esprit, nous souhaitons aider les organisations à déterminer comment l'accueil des familles peut s'imbriquer dans la qualité. Voici les leviers de l'amélioration des services de santé fondés sur les travaux de Jean-Louis Denis et Ross Baker, ainsi que les travaux de la FCASS.
Il s'agit ici non seulement d'un impératif moral, mais aussi d'un défi d'amélioration. Les politiques de présence des familles et les pratiques afférentes touchent chacun de ces leviers. Il y a des liens évidents entre les politiques de soutien et la participation des patients et des citoyens lorsqu'il est question de participation de la famille. Ces pratiques et ces politiques servent aussi à promouvoir la prise de décision fondée sur des données probantes et à renforcer la capacité organisationnelle de faire appel au personnel et aux gestionnaires de première ligne. Les organisations qui sont à l'avant-plan de cet accueil disent que l'accueil des familles a été un catalyseur pour améliorer chacun de ces leviers. Un autre moyen de voir le lien vers la qualité est grâce à la relation entre les soins centrés sur le patient, la participation du patient et la qualité ainsi que la sécurité. Les soins centrés sur le patient et la famille sont une approche de planification, de prestation et d'évaluation des soins de santé qui s'inscrit dans des partenariats bénéfiques entre les prestataires, les patients et les familles. La présence des familles est une politique, une pratique qui épouse ces concepts clés. En accueillant les familles, d'autres possibilités de partenariat se présentent. Faire participer les patients et les familles à l'amélioration de la qualité mène à de nouvelles idées par rapport à un travail isolé de la part des prestataires. Ces partenariats mènent à des améliorations fructueuses en matière de sécurité et de qualité. Un exemple concret concerne les tableaux blancs, qui sont des outils de communication bilatéraux. Lorsque les familles sont accueillies comme partenaires de soins, elles peuvent communiquer des renseignements importants sur leurs proches qui peut améliorer la qualité et la sécurité des soins prodigués à cette personne. J'aimerais passer un peu plus de temps à parler de certaines des améliorations de qualité qui ont été documentées dans la littérature scientifique. L'hôpital d'Ottawa fournit un bon résumé. Ce sur quoi j'aimerais insister, c'est le lien entre la qualité pour le patient, le personnel et la famille. Lorsque la famille est accueillie comme partenaire de soins, ceci améliore l'expérience du patient. Le patient, lorsqu'il n'est pas isolé de sa famille, éprouve moins d'angoisse, tout comme c'est le cas de sa famille. Il y a des données probantes qui appuient le fait qu'il y aurait moins de chutes, c'est-à-dire que les familles peuvent communiquer des risques de chute et contribuer à la prévention de ces chutes. Il y a une amélioration de la coordination des soins, par exemple, lorsque les familles sont présentes comme autres personnes présentes pour entendre les indications de congé. Cela mène à de moins nombreuses erreurs de médicaments et moins de réadmissions à 30 jours. Le fait que les familles soient accueillies comme partenaires de soins ne vise pas à diminuer l'importance des soins cliniques prodigués aux patients. Cependant, les familles connaissent le patient mieux que vous et peuvent être votre allié. Voici quelque chose qui a été adapté de Plaintree et Picker, qui explique comment les familles peuvent être des partenaires de soins actifs. Par exemple, des partenaires désignés de soins peuvent aider à la communication et à l'éducation. Partager des progrès avec la famille et les amis permet aussi d'améliorer le congé. Elles peuvent jouer un rôle actif sur le plan de la communication des préférences culturelles et des préférences religieuses. Elles peuvent aussi communiquer des risques et des préoccupations en matière de sécurité, par exemple les chutes. Elles peuvent être des alliés sur le plan de la sécurité et de la qualité, mais pour ce faire, les familles doivent être accueillies comme partenaires. D'abord et avant tout, les familles ne peuvent pas être exclues. Les familles doivent être accueillies dans l'organisation. Et ceci commence par les politiques de présence familiale. Un grand nombre d'organisations chefs des files ont examiné que la présence de la famille était un moyen d'améliorer la culture qui pouvait donner lieu à diverses modifications des pratiques. La colonne de droite vous donne quelques exemples de moyens par lesquels on peut accueillir les familles de manière plus favorable. L'accueil de la participation des familles peut ressembler à la création de l'orientation ou de documents d'orientation des familles, de sorte que celles-ci comprennent ce à quoi elles doivent s'attendre lorsque le patient est admis. Par exemple, cela peut donner lieu aussi d'amélioration de la communication grâce au tableau blanc et au badge d'identification. Cette liste n'est pas exhaustive, mais elle vous donne une idée du potentiel de la participation de la famille qui devient un catalyseur vers les soins centrés sur le patient et sa famille. À ce stade, je vais céder la parole à l'hôpital d'Ottawa qui partagera son cheminement vers la présence de la famille.
Ici Deborah Barnes. Merci Christine. J'aimerais vous donner un aperçu très rapide du travail que nous faisons sur le plan de l'expérience du patient et des moyens par lesquels notre politique sur la présence de la famille s'imbrique dans ce travail. Ensuite, je céderai à la parole à mes collègues qui continueront l'exposé. Essentiellement, vers 2010, l'hôpital d'Ottawa s'est doté d'une vision qui a été renouvelée en 2014 visant à donner des services exceptionnels de classe mondiale aux patients et à accueillir leurs proches. Il y a eu toutes sortes d'initiatives qui se sont produites au cours des diverses dernières années pour ce faire. Et donc, nous cherchons toujours à comprendre quels sont nos scores sur le plan de l'excellence de nos soins, tels que rapportés par les patients et leurs familles. Au cours de cet exposé, je vais vous en dire un peu plus sur le travail que nous avons réalisé, un travail assez assidu sur le plan de la présence de la famille. Et ensuite, mes collègues parleront de l'évaluation de la situation que nous avons faite, comment nous avons mis en œuvre la politique, le plan de communication qui l'a accompagné. Et par ailleurs, nous avons une représentante des familles et des patients qui a fait partie de ce cheminement long de quelques mois, qui est présente aussi et qui pourra aussi contribuer à cet exposé. Nous sommes en train d'évaluer cette politique qui a été mise en œuvre en septembre 2015. Nous faisons une évaluation depuis et donc nous voulons y apporter quelques ajustements pour l'améliorer, mais globalement, l'expérience est très positive. Ainsi, nous allons maintenant passer à la prochaine diapositive. Il s'agit d'une image de la structure que nous avons à l'heure actuelle qui nous permet de nous concentrer davantage sur l'expérience du patient. Nous avons fait un certain nombre de choses. Or, lors de l'automne et de l'hiver 2015, on a compris qu'il fallait davantage se concentrer sur notre mobilisation visant à créer une expérience plus positive pour les patients à l'hôpital d'Ottawa. Il s'agit véritablement d'une responsabilité interprofessionnelle. Et donc, nous avons créé notre premier comité directeur de l'expérience du patient et le docteur Jeff Turnbull, qui est chef du personnel, ainsi que moi-même, le coprésident. Nous avons également des membres de divers services. Et comme vous le voyez, en pointillé, vous voyez que nous sommes reliés vers le comité consultatif patient-famille et le conseil de la qualité et du rendement. Nous avons aussi Chris Clement et Evelyn Kerr, qui sont des directrices de projets qui s'acquittent donc de projets particuliers. Par exemple, nous avons un groupe de travail sur l'accélération de la participation de l'expérience des patients. Et donc, on se sert de ce groupe pour aider les unités à surmonter certains défis lorsqu'il tâche d'offrir des soins de meilleure qualité. Et nous avons aussi bien des tactiques éprouvées qui nous permettent d'orienter les unités qui tâchent d'améliorer leur rendement. Par exemple, on peut penser à des rapports aux fins d'écart, les rondes des infirmières, un transfert plus chaleureux des patients. Il s'agit pour nous aussi de documenter ces pratiques afin de voir si celles-ci ont donné lieu à une diminution, par exemple, des escarres, des chutes et des communications avec les patients. Nous avons aussi un groupe de travail sur les communications, car ce que l'on a constaté au fil du temps, c'est que bien des patients nous disent qu'ils ont reçu des soins excellents, mais que ce sont souvent les communications qui sont à la base de leur évaluation de ces soins. Alors, nous rajoutons un nouveau groupe également, car les choses vont très bien du côté de la participation du patient. Nous avons énormément de patients qui sont des contributeurs actifs. D'ailleurs, nous en avons invité une aujourd'hui que vous entendrez un peu plus tard. Mais nous souhaitons examiner les pratiques exemplaires afin de voir si on ne peut pas améliorer notre situation dans l'avenir. Alors aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le groupe de travail de participation du patient. Enfin, vous entendrez parler du travail de ce groupe dans un instant, mais passons à la prochaine diapositive. Alors, pour cette année, tous les groupes se sont concentrés sur la création d'un programme de communication.
Et donc, nous avons une excellente participation de la part du personnel, des médecins et des patients. Les initiatives d'accélération ont fait toutes sortes de choses, mais elles se sont surtout concentrées sur la communication, la distribution de manuels, ainsi que des appels de suivi une fois que le patient a quitté l'hôpital, afin de veiller à ce qu'il ait reçu tout ce dont il avait besoin. On a également des initiatives visant à comprendre comment améliorer la qualité des soins dispensés dans les unités. Nous avons aussi Tactique clinique 2.0, c'est-à-dire que nous avons d'excellentes pratiques et il s'agit de les répandre d'une unité vers l'autre. Et bien que nous sachions tous que autrefois les rondes de médecins se produisaient très souvent, à présent, c'est moins souvent le cas. Donc, nous avons mis en œuvre des infirmières, des tournées d'infirmières et de médecins, car ce travail de collaboration est beaucoup plus fructueux, surtout lorsqu'il fait intervenir le patient lui-même. Je vais à présent conclure cette partie de l'exposé en disant que notre cheminement, enfin, l'organisation parlait de changer ses politiques de visite depuis un certain nombre d'années, car on avait une politique assez limitée sur le plan des heures. Pourtant, elle n'avait jamais été remise à jour. Donc, en février 2015, on s'est dit, d'ici le 1er juin, il nous faut une nouvelle politique sur les heures de visite. Et ce que vous allez entendre de la part des autres membres de l'équipe, c'est qu'il y a une série d'activités qui ont commencé début mars pour que ça se produise. Je vais donc céder la parole à Evelyn Kerr, qui vous expliquera les prochaines diapositives. Evelyn Kerr, merci beaucoup. Alors, la prochaine diapositive vous présente l'analyse de la situation. Nous avons eu l'occasion, Chris Clement et moi, de co-présider le comité sur la présence de la famille. Nous avons donc examiné ce qui était en place. Donc, nous avions une politique qui n'avait pas été mise à jour depuis 2004. On a eu des conversations avec les patients et le groupe de défense des intérêts des patients qui nous a menés vers un sondage auprès des patients interrogés qui nous ont dit qu'il était temps de changer les heures de visite qui étaient limitées à 15 heures à 20 heures. Nous avons aussi fait une analyse documentaire pour examiner quels étaient les avantages pour les patients comme pour leurs familles, d'avoir davantage de proches autour d'eux, d'avoir des visites plus souples, des heures de visite plus souples. Et je vous présenterai rapidement certains des mythes qui existent toujours et certains des avantages nets issus de ces politiques. Nous avons aussi communiqué avec l'hôpital général de Kingston. C'est vraiment formidable de pouvoir dialoguer avec les gens qui ont mis en œuvre des politiques comme celle-là, déjà en 2009, et d'apprendre de leur expérience, les défis qu'ils ont eus, comment les choses ont dû évoluer à partir de 2009 jusqu'à aujourd'hui. La littérature scientifique elle-même se concentre surtout sur les milieux de soins actifs. De nombreux articles ont été rédigés sur les unités de soins actifs, surtout les unités de soins intensifs. Et si vous regardez à l'écran, vous avez entre autres les auteurs Berti et Hall. Donc, Berti était une analyse européenne où l'on découvrait que les heures de visite illimitées présentaient une diminution du rythme cardiaque chez les patients après les visites. Nous avons aussi une étude de Davidson et collègues. C'est une étude très intéressante et qui pourra vous éclairer si vous cherchez à comprendre les mythes qu'il faut déboulonner si l'on veut effectivement avancer. Donc, par exemple, on peut parler d'un risque accru d'infection, d'effets physiologiques négatifs sur la tension artérielle, sur le rythme cardiaque, des patients qui se sentent plus stressés, des familles qui ont besoin de se reposer et le besoin d'avoir accès à de l'information. Essentiellement, ce que l'étude Davidson nous a montré, c'est qu'en fait,
ces choses n'étaient pas appuyées sur des données et que du contraire, il n'y avait aucune preuve à l'appui qu'il y avait un risque accru d'infection. Et d'ailleurs, les effets physiologiques étaient positifs et non négatifs lorsqu'il y avait une présence accrue de la famille. Alors, je ne veux pas trop insister, mais je pense qu'il est important d'insister sur ce que disait Christine Maïka un peu plus tôt. Ce qu'on constate à la lumière de la littérature scientifique, c'est que les patients se sentent moins angoissés, sont moins confus, leur rythme cardiaque diminue, leur tension artérielle s'améliore, leur durée de séjour se raccourcit. Et surtout, elle se raccourcit dans les soins intensifs. Les patients se sentent en sécurité, se sentent plus satisfaits des soins, tout comme leur famille. Les familles estiment que leurs patients sont mieux soignés. Donc, comme groupe, nous savions qu'il fallait entamer ce cheminement, ce parcours. Alors, je vais céder la parole à ma collègue, Chris Clement. Chris Clement, merci Evelyne. Alors, comme Déborah le disait un peu plus tôt, lorsqu'on a commencé ce cheminement, au mois de mars, on voulait le mettre en œuvre le 1er juin. Alors, que nous fallait-il en place pour que ça se produise en très peu de temps, n'est-ce pas? Eh bien, la première chose qu'il nous fallait, c'était une orientation claire de la part de la direction. Et je pense que vous pouvez voir que nous avions ce mandat très clairement. C'était quelque chose que l'hôpital d'Ottawa estimait être essentiel pour améliorer l'expérience du patient. Ensuite, nous avons voulu créer une vision et évaluer le degré de changement voulu pour l'organisation. Ce qu'on a constaté lorsqu'on a commencé à rencontrer notre groupe de travail, c'est qu'il y avait d'énormes portions de l'organisation pour qui ce n'était pas un changement. Alors, lorsqu'on a évalué la chose, on a constaté que en fait, ce n'était pas un changement radical. On allait simplement donner aux gens les politiques qui appuyaient ce qu'ils faisaient déjà en pratique depuis très longtemps. Nous voulions également garantir d'avoir les bonnes parties prenantes autour de nous. Je vais d'ailleurs vous présenter la diversité de notre groupe de travail dans un instant. On voulait bien définir nos rôles et nos responsabilités de sorte que tout le monde sache non seulement ce que l'on allait faire sur le plan du groupe de travail, mais ce que l'on allait faire pour mettre en œuvre cette politique. En plus de faire participer les bonnes parties prenantes, on voulait créer des champions, établir une liste de champions qui seraient responsables de nous rendre des comptes. Et enfin, notre recette du succès tenait compte de la communication, communiquer souvent et à grande échelle. Et je vous donnerai davantage de renseignements sur le plan de communication dans quelques diapos. Alors, passons au processus de mise en œuvre. La première chose que nous avons faite, c'est de créer un comité regroupant toutes sortes de parties prenantes importantes. Il fallait s'assurer que les membres soient pleinement actifs et que tout le monde ait une responsabilité précise. Comment l'a-t-on fait? Eh bien, on a examiné ce qu'il fallait faire, élaboration de la politique, élaboration des outils, élaboration de la trousse d'outils. Donc, nous avons créé des sous-groupes de sorte que tout le monde travaille à un élément et qu'il rende des comptes au comité plénier. On voulait garantir qu'on ait une bonne représentation des patients. Par ailleurs, on le faisait pour améliorer l'expérience du patient. Donc, nous avons eu l'occasion de faire appel à quelques patients qui ont participé activement à nos délibérations. D'ailleurs, vous entendrez parler de l'expérience de l'une d'entre elles dans un instant. Nous avions aussi un calendrier très ambitieux, et on s'est concentré sur les communications, plan de communication que j'aborderai dans un instant. La diversité des membres du groupe de travail. Eh bien, nous avions des membres des groupes de défense des intérêts des patients, nous avions des membres du groupe de la sécurité, des affaires médicales, qui veillaient à ce que les médecins soient des partenaires du déploiement de cette initiative. Et ensuite, on avait une bonne représentation de l'ensemble de l'organisation. On avait des spécialistes interprofessionnels, par exemple, responsables de l'inhalothérapie. Entre autres, nous avions des responsables cliniques, des infirmières cliniciennes et de nouveau des représentants des patients. Donc, nous avions une bonne diversité de parties prenantes qui constituaient ce comité. Un autre élément de succès concernait le plan de communication. On a travaillé très étroitement avec notre groupe de communication. On a identifié nos publics cibles. On en avait certains. On voulait non seulement communiquer avec notre propre personnel, mais il fallait aussi communiquer avec les patients. Il fallait élaborer des messages clés pour ces groupes et ensuite, il fallait envoyer des messages clés fréquemment aux gestionnaires et au personnel. On avait donc un moyen assez élaboré de constituer une trousse d'outils qui a été partagée avec les membres de l'équipe. On a révisé les messages clés sur le site Web. On l'a présenté à de nombreuses parties prenantes clés, entre autres l'équipe de direction, les infirmières gestionnaires et les éducateurs. On s'est servi de nos publications internes comme
notre bulletin pour afficher des articles. Et on a aussi fait une foire de techniques infirmières. Alors, on a préparé un exposé sous forme d'affiche qu'on a communiqué lors de la foire des techniques infirmières. Et on a eu une excellente rétroaction de la part des participants. Alors, principaux résultats escomptés, d'abord, il fallait faire élaborer la politique et la faire approuver. Comme Evelyne le disait, on a eu l'occasion de travailler assez étroitement avec Kingston, qui a partagé avec nous sa politique. Donc, on l'a utilisée et on l'a adaptée grâce au travail de notre groupe de travail. Cela a été approuvé par l'équipe de la haute direction et par la suite, il a fallu s'assurer qu'on ait de bonnes communications avec le personnel et les patients. Donc, on a élaboré une foire aux questions pour le personnel, une foire aux questions pour les patients et enfin, Evelyne a préparé des scripts pour les infirmiers. On anticipait certaines des questions, certaines des préoccupations du membre de notre personnel. Donc, on a permis d'anticiper les coûts en préparant ces scripts. Et ici, vous avez certaines des ressources que nous avons effectivement élaborées. Donc, les articles, les foires aux questions et la politique. Je vais céder la parole à Susan, qui nous parlera de sa perspective. Susan, bonjour, merci Chris. Alors, je me suis jointe à ce groupe de travail quelques semaines après sa constitution et j'étais très heureuse d'en faire partie. Je crois que il est difficile pour nous de nous imaginer des heures de visite libre, de pouvoir être avec nos proches, ou si c'est nous qui sommes alités, que nos proches soient près de nous. Et il est encore moins probable pour nous d'envisager une grande réunion de famille. Or, cela est beaucoup plus possible aujourd'hui. Donc, l'importance d'avoir sa famille près de soi lorsqu'on est malade est fondamentale. Lorsque mes parents approchaient de la fin de leur vie, j'ai pu les accompagner. Et si je n'étais pas présente, un de mes frères était présent. Et c'était vraiment important pour nous. Je pense que cela rejoindra sans doute vos sentiments aussi. Et cela m'a beaucoup aidé après leur décès, car j'ai su que j'avais été présente. Je savais précisément ce qu'ils avaient vécu. J'avais fait partie de leur cheminement, de leur parcours. Je voulais aussi vous dire que ce groupe de travail était fascinant, vraiment professionnel. J'espère que je ne gêne personne, mais le leadership, d'abord, on avait l'appui de la haute direction, ça se voyait, mais ces deux personnes qui ont piloté le groupe et toutes les personnes qui ont participé aux travaux étaient engagées, résolues à faire avancer le projet. Et bon, bien que ça ait été un petit peu retardé, car certaines choses sont survenues auxquelles on ne s'attendait pas, tout cela a été réglé de manière professionnelle. Donc, lorsque les choses étaient retardées, elles étaient retardées, mais on ne doutait jamais de leur éventuelle mise en œuvre. Donc, je vous encourage tous à envisager ceci dans le cadre de vos efforts d'amélioration de soins. Deborah, merci, Susan. Alors, voici notre, notre slogan. Vous savez, on se disait, on se rend compte tellement souvent, on est comme le petit train. On pense qu'on peut. Parfois, on a un petit écueil. Le 1er janvier devait être la date de mise en œuvre. Or, comme vous le savez déjà, la mise en œuvre officielle s'est produite le 14 septembre 2015. Donc, sur le chemin du succès, sur la voie du succès, on s'imagine toujours un parcours linéaire, que tout se produira comme prévu. Mais en fait, le parcours vers le succès, en ce qui nous concerne, était un peu plus chaotique. Et c'est le cours normal des choses. Ce que vous envisagez, parfois, est influencé par des impondérables qui sont difficiles à anticiper. Alors voilà ce que nous voulions partager avec vous. Certains des défis, certains des écueils auxquels nous avons été confrontés. Et je dois dire qu'il y avait des préoccupations sur les heures de visite élargies après 22 heures. Des préoccupations à savoir qui serait présent dans l'hôpital, sachant que
le nombre global de l'effectif est réduit. Donc, on voulait savoir que peut-on faire du point de vue de la sécurité. Nous avons eu l'occasion de discuter avec la vice-présidente des ressources humaines, qui était également responsable des services de sécurité. Et donc, nous avions un accès réduit à l'hôpital. Nous avons mis en place donc des mesures visant à réduire l'accès à l'hôpital sur le plan physique. Donc, il fallait passer par deux portes où il y avait une présence accrue du personnel de sécurité. Et par ailleurs, à la lumière de l'analyse documentaire que nous avons faite, nous avons compris que le défi lors de la nuit est souvent un défi vécu ou anticipé par le personnel infirmier. Ça n'était pas différent dans notre cas. En préparant les scripts, on a voulu aider les infirmières à se sentir plus à l'aise, avoir des conversations avec les membres de la famille du patient qui sont préoccupés par l'incapacité de communiquer leurs préoccupations. Et donc, essentiellement, ce à quoi nous nous sommes attaqués, tandis qu'on passe à l'évaluation, est d'équilibrer les besoins du patient qui doit se reposer pour se rétablir et les besoins de la famille qui veut voir le patient pour voir l'évolution de son état. Et comme on vous le disait un peu plus tôt, comme Deborah le disait un peu plus tôt, nous avons évalué notre projet. Nous avions d'emblée déclaré qu'il serait important pour nous d'évaluer l'efficacité de ces politiques sur la présence de la famille. Alors, nous avons des administrateurs cliniques qui sont présents dehors des heures d'ouverture traditionnelles, qui recueillent tous les renseignements, et tous les récits qui leur sont partagés concernant les préoccupations lorsque les patients, les familles, le personnel ont des difficultés en dehors des heures de bureau. Et je dois dire que ces chiffres sont très, très faibles. Les enjeux qui nous ont été présentés sont souvent des enjeux qui avaient été problématiques même avant les nouvelles heures d'ouverture des politiques de visite. Nous avons aussi rencontré les groupes de défense des droits des patients et des familles et deux préoccupations étaient soulevées seulement. Cela avait trait avec le bruit la nuit pour les gens qui partagent une chambre. On cherchait la rétroaction des patients et de leur famille aussi. Nous avons reçu une rétroaction positive concernant l'amélioration de l'accès aux proches. Nous avons aussi entendu des gens se plaindre du bruit la nuit. Donc, nous sommes en train d'évaluer quand cela se produit, comment cela se produit. Est-ce que ça se produit précisément à un endroit? Parce que ça nous permettra d'informer, d'éclairer les plans de suivi. Il y a également des appels qui sont faits après les congés pour déterminer s'il y a des préoccupations. Et cela permet d'alléger les difficultés suite donc au congé. Du point de vue de la sécurité, il n'y a eu aucune préoccupation importante. Les prochaines étapes à présent. Nous faisons un suivi auprès des unités où on a eu davantage de plaintes ou toute plainte. Nous continuons de sensibiliser les infirmières. Nous avons aussi un conseil d'unité. Donc, pour les infirmières qui représentent toutes les unités, il y a environ 50 infirmières qui font partie de ce conseil. Et donc, nous leur avons présenté la rétroaction que nous avions reçue. Nous leur avons demandé quelles étaient leurs préoccupations. Nous leur avons demandé d'entendre nos plans d'avenir également. On examine notre site Web. On a déjà un peu ajusté le site Web et on cherche
un peu comme Christine Maïka le disait un peu plus tôt, on cherche à faire participer les patients davantage ou les familles davantage aux soins. C'est-à-dire, comment pouvez-vous aider, vous, comme membre de la famille, en aidant, par exemple, le patient à obtenir le repos dont il a besoin, mais aussi en faisant partie de son plan de soins. Ce qui faisait partie de notre intention originale avec la foire aux questions, mais en écoutant la rétroaction, on sait qu'il faudra peut-être insister davantage sur les moyens par lesquels on fait participer les membres de la famille au plan de soins. On envisage aussi une période de calme le soir. Donc, après 21 heures, on demanderait à tout le monde de faire moins de bruit pour permettre aux patients de se reposer. Les enseignements, à présent, pour ceux d'entre vous qui entamaient un cheminement comme celui-là, eh bien, on ne saurait trop insister sur l'importance d'avoir l'adhésion de la haute direction d'emblée. On savait, nous, que notre haute direction souhaitait vraiment que ce changement se produise. Or, c'était important pour nous de savoir que la voix du patient faisait partie du comité. Il est important pour nous d'avoir une représentation des patients dans le comité, c'était très important. On ne saurait trop insister sur l'importance de la communication. Bien qu'on pensait avoir beaucoup communiqué, envoyé beaucoup de messages, à chaque détour, à chaque occasion qu'on avait de partager notre expérience ou d'écouter pour obtenir de la rétroaction, eh bien, on a saisi cette occasion de le faire. Il est important aussi d'avoir un bon travail d'équipe. On y a fait allusion, on s'est rencontrés toutes les 2 semaines et comme Chris Clement le disait, on avait vraiment une équipe très mobilisée qui était très responsable et prête à rendre des comptes. Et on a toujours anticipé les imprévus. C'est ce qu'on a découvert, par exemple, avec l'échéance du 1er juin, qu'il fallait peut-être davantage examiner la question de la sécurité avant de mettre la politique en vigueur. Donc ça, on ne l'avait pas anticipé. Et bon, le bon sens doit toujours prévaloir. Ça, c'est important. Une situation extraordinaire peut se produire et peut s'être produite, qu'il y ait eu politique très ouverte 24/24, 7 jours sur 7 ou non. Donc, je terminerai en disant que la présence des familles est une question d'équilibre et de doigté. Il s'agit de comprendre qu'il faut tenir compte des besoins thérapeutiques de nos patients, de leurs besoins de rétablissement de tous les patients, sachant que nous sommes présents pour nous assurer que les patients rentrent chez eux en toute sécurité et le plus possible en santé avec tous les soutiens nécessaires en place. Merci. Deborah, je pense que nous avons le temps d'entendre des questions. Alors, je ne sais pas, Christine, si vous voulez qu'on commence tout de suite. Christine Maïka. Oui, alors je vais animer la période de questions. Nous avons une période de questions et nous avons permis quelques minutes associées à ces questions avant qu'on passe aux possibilités associées à ces politiques de présence de la famille. Nous avons une question de la part de R. Edwards qui dit que dans certains cas, on rejette les politiques sur la présence de la famille. Alors, comment avez-vous composé avec ces rejets, Deborah? Eh bien, on se regarde l'une l'autre et on se dit, nous, en fait, on n'a pas fait face du tout à ce genre de rejet, à ce genre de position. Les médecins étaient vraiment engagés tout le long. Et c'est plutôt le groupe des infirmières et infirmiers qui ont été les plus suspicieuses. Et c'est compréhensible car c'est elles qui sont présentes toute la nuit. Alors, on n'a pas eu cette expérience, surtout avec les médecins. Mais avec tout groupe qui présente une opposition, il s'agit de comprendre ce qu'ils craignent, de leur donner des outils pour qu'ils arrivent à surmonter ces défis lorsqu'ils se présentent. Comme Evelyne le disait au tout début, les gens se disaient et si tout le monde décide de venir à 2 heures du matin, parce que c'est possible, et beaucoup de gens ont soulevé ce genre de questions, surtout les infirmières, je le rappelle, et honnêtement, ça ne se produit pas. Or, c'était quand même important pour nous d'entendre toutes ces préoccupations au fil du temps. Et
mon rôle, entre autres, bon, la haute direction nous a beaucoup appuyé, nous a dit, le PDG nous a dit il faut que ça se produise, mais je rappelais toujours à la haute direction qu'il y aurait des écueils et, et ces écueils peuvent avoir tout à voir ou rien à voir du tout avec ces politiques. Car on demandait ce qui se produisait à l'occasion la nuit à notre personnel, mais on ne le faisait pas régulièrement comme on le fait maintenant. Alors il s'agit de s'entendre le plus possible et de garder une approche de sens commun, d'avoir une bonne approche d'évaluation de votre évolution également. Christine Maïka. Eh bien, justement, je vais aborder une question sur les mesures concernant l'expérience du patient. Il n'y aura jamais de corrélation directe, mais pouvez-vous nous dire quelques mots sur ce que vous envisagez sur le plan de l'amélioration de l'expérience du patient? Est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez? Est-ce que vous pouvez en parler? Deborah Burns. Je vais commencer, mais je vais laisser les autres continuer. En ce qui concerne l'accès aux patients, eh bien, et si la famille a accès aux patients, cela améliore l'expérience de part et d'autre du patient et de la famille. Comme la majorité des hôpitaux, on se sert de questionnaires de satisfaction des patients et on sait qu'il y a 5 dimensions de ces outils qui ont le plus d'impact sur l'expérience du patient. Et l'un de ces domaines concerne la présence de la famille, participation de la famille aux soins. C'est un des 5 principaux. Les autres sont l'accessibilité des médecins, des infirmières, le contrôle de la douleur, mais essentiellement, c'est un des 4 moyens qui permet de véritablement améliorer l'expérience du patient. Donc, c'était un des facteurs à évaluer en ce qui nous concerne. Christine Maïka. Merci d'abord. Il y avait une question, et peut-être qu'elle est adressée à vous, justement, sur l'intégration de la présence des familles et leur intégration à titre de soins, de partenaires de soins, et l'intégration de la famille dans le plan de soins. Bon, j'interprète un peu la question, mais j'espère comprendre convenablement. C'est-à-dire, est-ce qu'il n'est pas préférable d'accueillir la famille au moment de changement de quart? Je crois que c'est Evelyne qui en parlait rapidement sur le plan des prochaines étapes, mais est-ce que vous avez autre chose à ajouter sur le plan du moyen par lequel la présence de la famille a changé la pratique ou dans l'avenir, prévoyez-vous que cela influera sur d'autres pratiques? Ici Evelyn Kerr. De notre point de vue, la mise en œuvre de la pratique était la phase 1. Et vous savez, on savait que la politique elle-même euh, évoluerait au fil du temps. C'est ce qu'on a appris. C'est-à-dire qu'il faut avoir des messages clairs pour veiller à ce que le plan de soins, depuis l'admission, comprenne une conversation entre le patient, le membre de la famille et l'équipe de soins. On sait particulièrement que si l'infirmière est présente 24 heures sur 24, ou qu'une infirmière est présente 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et qu'il est important de savoir qui est le contact clé pour le patient, avoir l'occasion de vraiment inclure le patient et sa famille dans les décisions qui sont prises sur le plan de soins. Donc, il s'agit d'avoir l'occasion de partager ce message, d'insister sur ce message. C'est ce qu'il faut faire ici, dans notre hôpital, afin de s'assurer qu'on n'ait pas perdu cela de vue, car c'est véritablement un ingrédient essentiel. Deborah Burns. Et vous savez, on a encore du chemin à faire. Je pense qu'il est important pour nous de mieux cerner quelle personne doit être présente 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pour les patients, ce n'est pas tout le monde. Ça, c'est quelque chose qu'on a appris. Mais sur le plan des tournées, on espère que s'il y a un patient présent,
lorsqu'il y a un changement de cas ou qu'il y a une tournée médicale, que le membre de la famille est invité à participer. C'est ce que nous ont dit les membres de la famille, que c'était très utile. Alors, je ne vous dis pas que ça se produit pour chaque patient à chaque fois, mais c'est quelque chose une chose à laquelle on travaille effectivement. Une des choses que l'on peut vous dire du point de vue des mesures, c'est que les unités ou les unités cliniques qui ont vraiment utilisé les rapports de fin de quart, les tableaux blancs, eh bien, vous savez, 2 fois par année, on fait une vérification, un audit, et on voit une corrélation directe entre les scores de prévalence et la réduction des chutes, une meilleure gestion de la douleur. L'inclusion du patient et de la famille dans les dispositions prises permet d'avoir un effet positif. Et ça se solde par des scores accrus, de meilleurs scores du point de vue de la qualité. Christine Maïka, merci. Alors à ce stade, je pense que nous allons passer à autre chose. Il y a encore quelques questions, mais j'espère qu'on aura le temps à la toute fin de la séance. Je vais simplement les prendre de côté pour le moment. Si ce n'est pas le cas, on fera suivre ces questions suite au webinaire à nos conférencières dans le cadre d'un courriel. Il y a des gens qui ont demandé de la documentation, les foires aux questions, les scripts pour les soins infirmiers. On tâchera de compiler ces documents et on les diffusera suite à ce webinaire. Donc, j'espère, après avoir entendu l'histoire de l'hôpital d'Ottawa, que vous avez à présent une idée des possibilités qui s'offrent à votre organisation. La FCISS est une organisation responsable de la campagne Meilleur Ensemble, une campagne lancée par l'Institute for Patient and Family Centered Care qui vise à introduire le concept des visiteurs à titre de partenaires de soins. Nous savons qu'un grand nombre d'organisations de partout au Canada ont identifié les soins centrés sur le patient et sa famille à titre de priorité. Cependant, la mise en œuvre opérationnelle de cette philosophie n'est pas toujours simple. L'adoption de politiques et de pratiques sur la présence de la famille sont une innovation au niveau organisationnel qui épouse cette philosophie. En préparation pour le lancement de la campagne, la FCISS a entrepris un sondage afin de mieux comprendre l'état des heures de visite dans les hôpitaux canadiens. Sur 114 hôpitaux sondés, entre février et avril 2015, seuls 30% des hôpitaux avaient des heures de visite accueillantes affichées sur leur site Web. En 2015, au printemps, la FCISS a fait une recherche de marché pour mieux comprendre les attitudes et les croyances du secteur public et du secteur de la santé. Nous avons sondé 672 professionnels de la santé et plus de 1006 membres du public. Dans ces cas, 90% des répondants appuyaient la présence de la famille. Il existe une occasion extraordinaire de mieux répondre aux besoins des patients, des familles et du personnel en adoptant ces politiques de présence familiale. Et nous demandons aux hôpitaux canadiens de se joindre à la campagne Meilleur Ensemble. À titre de responsable de la campagne, la FCISS offre une gamme de formes de soutien visant à aider les organisations à adopter ce changement. En 2015, nous avons publié notre étude de référence sur 114 hôpitaux et au même moment, nous avons offert du soutien sous forme de trousse pour les organisations qui veulent amorcer ce virage. Cette trousse offre une approche souple et en étapes sur les principes des soins centrés sur le patient et sa famille et intègre des questions touchant l'amélioration de la qualité, les méthodes de gestion pour la présence de la famille dans votre organisation. Cette trousse se concentre sur 5 domaines d'action principaux. Nous avons aussi traduit une bonne partie des ressources de l'IPFCC qui sont disponibles sur notre site Web et dans la trousse de changement. En plus de webinaires comme celui-ci, nous élaborons aussi des études de cas d'organisations qui entreprennent ce changement. Je suis heureuse d'annoncer que la Fondation lancera un nouveau projet collaboratif virtuel au début du mois de mars. Ce projet collaboratif vise à aider les hôpitaux canadiens à adopter des politiques d'accueil des familles. Ce projet collaboratif sera virtuel et un certain nombre d'outils de soutien seront disponibles pour accélérer le changement et pour mettre en place des champions du changement qui sont engagés sur la voie des soins centrés sur le patient et sa famille. Nous aurons des nouvelles à partager sur notre site Web, notre bulletin et dans les médias sociaux concernant la participation éventuelle des organisations à ce projet collaboratif. Inutile d'attendre jusqu'au mois de mars pour vous engager.
Engagez-vous dès maintenant. Nous vous implorons de vous engager à la campagne Meilleur Ensemble. Cet engagement a 3 éléments. À présent, 11 organisations se sont engagées à au moins une phase de cet engagement Meilleur Ensemble et nous vous invitons à les joindre. Nous en venons à la fin de ce webinaire. À ce stade, je vous invite à poser vos questions ou à envoyer vos commentaires grâce à la boîte de dialogue qui se trouve dans le coin inférieur droit de votre écran. Pour commencer, je reviens à ces questions originales auxquelles on n'avait pas encore répondu. J'en vois une de Linda qui se demande comment vous avez fait face aux inquiétudes concernant l'augmentation de la charge de travail pour les infirmières associée à la présence de la famille. Alors, je cède la parole aux membres de l'équipe d'Ottawa. Deborah Burns. Eh bien, écoutez, cela a été soulevé par notre syndicat des infirmières principalement. Et, bon, effectivement, on en a parlé, mais essentiellement, les infirmières étaient inquiètes qu'il y aurait trop de gens autour d'elles, qu'elles n'arriveraient pas à travailler parce qu'il y aurait trop de gens dans la pièce. Et, en fait, on s'est servi des scripts, entre autres. On leur a dit que si elles devaient faire quelque chose, ça pouvait parfaitement être convenable de demander aux membres de la famille de quitter la pièce pendant un moment. Et qu'il était possible de faire des adaptations, des accommodements selon cela. Elles étaient inquiètes de devoir passer beaucoup de temps à déterminer qui était présent et si ces personnes devaient être près du patient ou non. Mais lorsqu'on leur a expliqué comment aborder ce genre de situation, on a pu alléger leurs inquiétudes. Effectivement, ce genre de difficulté ne s'est pas véritablement concrétisé. Il s'agissait donc d'offrir des outils aux infirmières pour les aider à orienter leur conversation. C'est-à-dire, si cette situation se présente, voici ce qu'il faut faire. Par exemple, vous devez dire aux membres de la famille de quitter quand certains soins sont donnés aux patients. Christine Maca, la prochaine question nous provient de MJ Trépanier. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur les appels de bien-être? Est-ce que c'est fait pour les patients dans toutes les unités, toutes les spécialités? Evelyn Kerr, eh bien, les appels après le congé se font dans certaines unités, pas toutes, mais on s'attend dans la semaine qui suit le congé à ce qu'un appel soit fait pour voir comment se trouve le patient, s'il y a des problèmes particuliers, des préoccupations particulières pour ces patients. Donc, il s'agit d'anticiper leurs préoccupations. Et la personne qui passe cet appel communique les renseignements avec l'unité. Nous avons aussi des leaders de soins cliniques qui rappellent le patient aux besoins. Et donc, ce qui est également intéressant, c'est que dans le cadre de notre structure d'expérience du patient, nous avons des groupes d'accélération qui examinent des moyens, des stratégies d'améliorer leur score de satisfaction de l'expérience du patient. Et certaines de ces unités mettent en œuvre l'appel téléphonique dans les 24 heures du congé. Un appel qui permet de déterminer si le patient a des préoccupations, s'il faut faire un suivi auprès du patient, s'il y a des questions concernant les médicaments, si certains médicaments doivent être changés, toute douleur qui pourrait être préoccupante. Alors, ce genre de préoccupation et de questions peut trouver réponse. Christine Maïka, je pense qu'on peut prendre une dernière question. Je vais prendre la question de Jackie. Je l'extrais parce que c'est une question qui nous est posée très souvent, qu'on reçoit constamment, nous ici, et à laquelle on travaille. Elle dit, est-ce que vous pouvez partager la question de la présence des familles dans le programme de santé mentale? Est-ce que les patients ont participé? Y a-t-il certains facteurs particuliers qui concernent les installations, les établissements de soins de santé mentale?
Ici Chris Clement. Eh bien, justement, je suis moi directrice des services de santé mentale à l'hôpital d'Ottawa. Il n'y a pas eu d'exception à la politique. Elle a été mise en œuvre dans l'ensemble de l'organisation. Euh, et la même conversation qui a été abordée par Evelyne, c'est-à-dire que si vous avez un professionnel devant vous, vous devez lui demander euh, la même chose qu'au patient, c'est-à-dire est-ce qu'il est dans l'intérêt du patient d'avoir des proches autour de lui ou non? Et vous posez la question au patient aussi, donc rien de différent. Christine Maïka, merci. Alors, je suis très heureuse de voir qu'il y a énormément de questions et de commentaires. Je voulais quand même continuer en m'acheminant vers la conclusion, mais vos questions, vos commentaires feront l'objet d'une réponse suite à cet appel. Alors, merci de votre participation. Nous voulions quand même signaler aux participants que nous avons des webinaires à venir concernant l'expérience en santé. Et dans ce cas-ci, il s'agit de l'expérience des Autochtones en santé. Évidemment, il s'agit d'un accès libre, c'est gratuit. Donc, joignez-vous à nous en mars et en avril pour ces événements. Vous aurez davantage de renseignements sur ceux-ci sur notre site web sous peu. Alors, merci à tous ceux qui se sont joints à nous. Merci à l'hôpital d'Ottawa. Vous recevrez quelque chose dans votre boîte de réception concernant les ressources qui ont été abordées ici. Merci et excellente journée à tous. La téléphoniste, merci. Mesdames et messieurs, ceci conclut votre appel pour aujourd'hui. Nous vous remercions de votre participation. Vous pouvez à présent raccrocher. Excellente journée à tous.